Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un soldat français a été tué dans une attaque au Kurdistan irakien, une attaque revendiquée par un groupe armé pro-iranien qui avait déjà d'ailleurs menacé les intérêts français en raison de l'arrivée sur place, dans la Méditerranée du porte-avions Charles de Gaulle. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Aurore Berger, que la France est de fait entrée dans cette guerre, en tout cas à vos yeux? Déjà, je veux rendre hommage à l'ensemble de nos soldats qui sont engagés. Ils sont plusieurs centaines à être présents en Irak sur des opérations qui sont essentielles de lutte contre le terrorisme, de lutte contre Daesh en particulier. L'un d'entre eux est tombé, 6 autres sont blessés. Donc je pense à eux, je pense évidemment à leur famille. Et c'est évidemment... Et je le répète, c'est un groupe armé pro-iranien qui revendique en tout cas cette attaque. Tout à fait, mais c'est la démonstration que le terrorisme, justement, tue. Il a tué sur notre sol et c'est la nécessité aussi pour la France. Quand on préserve ses intérêts, c'est aussi justement d'avoir des soldats qui sont présents pour garantir la protection des intérêts nationaux français. Et la préservation des intérêts nationaux français passe évidemment par la lutte et l'engagement contre le terrorisme. Ensuite, en ce qui concerne le conflit aujourd'hui, la France n'est pas partie prenante de ce conflit. Et ça, je crois que c'est essentiel de le rappeler. La France n'a pas déclenché le conflit qui existe aujourd'hui. La France est présente. Et présente pourquoi? Elle est présente d'abord parce que nous avons 400 000 ressortissants français qui sont présents dans la région. Vous savez que beaucoup d'opérations de rapatriement ont été organisées et vont se poursuivre. La France est aussi présente pour protéger et accompagner ses alliés. C'était le sens de la présence du président de la République à Chypre notamment. Et c'est le sens de la présence de notre porte-avions. Vous rappelez que la France n'est pas partie prenante et n'a pas déclenché ce conflit. Néanmoins, encore une fois, l'un des arguments employé par ce groupe terroriste qui est sans doute, qui est probablement à l'origine de la mort de ce soldat, c'est précisément la présence de la France. Donc, est-ce que vous estimez que, si j'ose dire, cela en vaut la peine? Est-ce que c'est une guerre juste dans laquelle nous ne sommes pas présents, mais nous avons quand même la France a quand même une action, ne serait-ce que par la présence du porte-avions. La France, c'est ce que je vous disais, la présence de la France, c'est 2 raisons. 400 000 ressortissants français à protéger et des alliés évidemment aussi pour lesquels nous sommes et présents. Et faire tomber le régime iranien, est-ce que c'est un souhait que la France a, en tout cas que vous avez? Sur le régime iranien, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la France, évidemment, que les intérêts de la France ont été directement menacés par ce régime. Quand on parle de terrorisme, quand on parle de terrorisme islamiste, évidemment que ce régime représente une menace. Et il faut le faire tomber par ce moyen. En revanche, la France, encore une fois, n'est pas partie prenante de ce conflit, elle ne l'a pas décidé et elle n'a pas souhaité au départ que ce conflit puisse exister. Donc elle ne le soutient pas. Donc la France ne soutient pas cette action. Donc la France préserve les intérêts de ses ressortissants. La France est présente pour ses alliés. La France combat à travers le monde le terrorisme islamiste. Le terrorisme islamiste a fait des centaines de morts dans notre propre pays, qui a été touché par de nombreux attentats. Donc la France, évidemment, préserve ses intérêts nationaux. Aurore Berger, entre autres attributions, votre ministère est chargé de la lutte contre les discriminations. Est-ce que ce regain de tension au Moyen-Orient suscite en France un regain de tension aussi communautaire? On sait ce qui s'était passé après le 7 octobre. Est-ce que là aussi, vous observez un changement et en tout cas une tension entre les communautés? La force et la singularité de la France, c'est d'avoir toujours eu une vision universelliste qui fait que vous ne fragmentez pas le pays, vous ne fracturez pas le pays, vous ne communautarisez pas le pays. Certains espèrent fracturer et communautariser. C'est notamment le cas de la France insoumise qui aimerait qu'on se renvoie communauté contre communauté. Ça ne doit jamais être le cas dans notre pays. Et c'est vrai qu'après le 7 octobre 2023, c'est-à-dire les attentats terroristes perpétrés par le Hamas en Israël, 1200 personnes qui avaient été assassinées, dont 51 Français. Nous avions subi une vague d'antisémitisme dans toutes les démocraties. Heureusement, on voit que l'antisémitisme recule par rapport au niveau qu'il avait atteint après les attentats du 7 octobre. Il doit continuer évidemment à reculer parce que toute attaque et toute haine antisémite est une atteinte contre la République elle-même, contre la démocratie elle-même. Vous êtes chargé de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce titre, vous étiez aux Nations Unies cette semaine. Vous avez participé au rendez-vous annuel consacré aux droits des femmes dans la foulée de la journée du 8 mars. Est-ce que, vous l'avez écrit dans une tribune, les droits des femmes, c'est un curseur des libertés dans le monde? Est-ce qu'à ce titre, vous estimez, et on revient sur cette question sur l'Iran, puisqu'on se souvient du combat mené par des femmes courageuses là-bas, qu'il faudrait aussi que ce régime tombe pour que les droits des femmes soient améliorés? Et vous savez, le cri de ralliement dans les rues de Téhéran et qui a traversé le monde entier, le premier mot, c'est « femme ».
Femmes, vie, liberté. Le Femme, vie, premier mot, liberté. c'est femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui ont été à l'avant-garde de cette révolution. Ce sont les femmes qui, les premières, ont été dans la rue, ont dansé, ont chanté, se sont découvertes, ont retiré leur voile, ont défié un régime au prix de leur vie. On parle de dizaines de milliers de civils qui ont été assassinés par ce régime. Des dizaines de milliers de civils qui ont défié le régime et qui ont été prêts à être présents. Et notamment cette révolution des femmes, elle a été absolument déterminante. Elles ont dit qu'elles allaient reprendre le pouvoir sur leur corps, reprendre le pouvoir sur leur liberté. Donc c'est aussi un et enjeu j'espère que c'est un du mouvement qui conflit est actuel. inarrêtable. En tout cas, ce que je sais, c'est que le régime tremble quand les femmes sont à l'avant-garde de ces révolutions. Et nous voyons à travers le monde, et nous l'avons constaté encore dans ce rendez-vous aux Nations Unies, à quel point, dans toutes les régions du monde, nous assistons à un recul sur la question des droits humains, singulièrement ceux des femmes. Donc oui, la question de la liberté et des droits des femmes, c'est un curseur sur l'état du monde et l'état des démocraties. Une question politique pour finir. Après les élections municipales, dont le premier tour va avoir lieu dimanche, on va évidemment très vite se tourner vers l'élection présidentielle. Certains sondages placent... Il y a une hypothèse aujourd'hui que le second tour oppose Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, à Jordan Bardella. Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous croyez ? Première question. Et comment vous comptez l'éviter ? C'est une hypothèse que je combats. Moi, je ne souhaite pas que notre pays n'ait uniquement le choix entre le Rassemblement national d'un côté, la France insoumise de l'autre. Mais pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'élection présidentielle soit confisquée par les ambitions de quelques-uns. Pour ça, ça veut dire qu'il va falloir une candidature unique. Une candidature unique du centre et de la droite. De plus en plus de voix s'expriment pour la primaire. Je me suis exprimée en faveur d'une primaire. Je vois que Gérald Darmanin l'a fait, que Gérard Larcher l'a fait, que Valérie Pécresse le fait, que David Lisnard. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de voix qui sont des voix de la raison. Nous avons besoin d'une candidature unique. Sans candidature unique, nous serons responsables de livrer les Français et de livrer le pays à un duel mortifère entre le RN et la France insoumise. Madame Berger, vous vous rangeriez derrière n'importe quelle candidature, si elle émane de la droite ou du centre, vous iriez de Bruno Retailleau à Gabriel Attal, par exemple? Question simple. Mais vous pourriez le principe même d'une primaire, c'est de laisser le choix aux Français de décider qui doit être leur candidat ou leur candidate pour incarner le centre et la droite. Sans cela, s'il n'y a pas de candidature unique, et donc ensuite un candidat ou une candidate soutenu par nous tous, alors c'est simple, on restera à la maison au soir du second tour, parce qu'on ne sera pas partie prenante. On sera des spectateurs de cette élection, des commentateurs de cette élection, et là, on parle du risque d'avoir soit le Rassemblement national, soit la France insoumise au pouvoir. Je ne crois pas que ce soit le destin de la France. Cela pourrait vous intéresser, vous-même, d'être candidate à cette primaire que vous appelez de vos voeux? D'abord, je me bats pour que cette primaire existe. Moi, j'essaie de faire les choses dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est garantir qu'une telle primaire puisse exister avant la fin de l'année. Et ensuite, nous verrons. Mais moi, j'espère que déjà, nous arriverons à avoir une voie plus raisonnable. On le voit quand entre élections, on est divisé, on voit le risque de la défaite. Et là, le risque de la défaite, c'est non seulement celle des idées et des valeurs, mais c'est encore une fois une irresponsabilité qui serait la nôtre. Merci beaucoup, Aurore Berger. Et c'est la suite de Télématin. Merci. Bonne journée. Merci à tous les deux et merci à Sophie Charmet pour la traduction en langue des signes.